Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et notre deuxième invité ce matin, Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Coordinateur de la France Insoumise, on en parlait à l'instant dans le fil info. Kylian Mbappé qui prend position contre les extrêmes, est-ce que c'est utile ? Je pense que toutes les voix qui s'expriment depuis maintenant plusieurs jours pour prendre la parole, alors là, Kylian Mbappé, je ne veux pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Il dit mais les extrêmes, voilà, donc je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, c'est lui qui devra préciser son point de vue. Mais par contre, il y a eu ces derniers jours des tribunes de 200 sportifs qui appellent à se mobiliser contre l'extrême droite. Et alors là, il cite effectivement le Rassemblement National et Reconquête. Il y a eu samedi et dimanche des manifestations avec des centaines de milliers de personnes dans la rue pour lutter contre ou protester contre l'arrivée possible au pouvoir de l'extrême droite. Et d'un certain point de vue, le nouveau Front populaire que nous avons constitué la semaine dernière est une réponse politique aussi à cette aspiration. Mais juste quand Kylian Mbappé dit « je suis contre les idées qui divisent », vous qui faites partie de la France Insoumise, dans laquelle Jean-Luc Mélenchon a même théorisé la conflictualisation du débat, est-ce que vous vous sentez visé ? Mais non, pas du tout. Mais justement, précisément, la conflictualité du débat, ce n'est pas la division du peuple. Et écoutez, le programme que porte, là vous m'interrogez sur la France Insoumise, mais de manière plus générale, le nouveau Front populaire, c'est un programme qui vise au contraire à unir le pays, à unir le peuple qui malheureusement a été très fortement divisé par les différentes années du quinquennat d'Emmanuel Macron et du début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. On ne peut pas dire que la réforme des retraites, par exemple, et rassembler la population. On ne peut pas dire que les multiples passages en force du gouvernement d'Emmanuel Macron face à une opposition d'une majorité du peuple français et unit le pays. Donc bien sûr qu'il faut unir le pays et nous aspirons avec ce programme. Donc là, vous dites comme Laurent Jacobelli juste avant vous, en fait, c'est pas vous qui divisez le pays, c'est Emmanuel Macron. Il dit la même chose. Mais pour l'instant, c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir. Mais ce qui est certain, par contre, madame, et là, je vais pas dire la même chose que monsieur Jacobelli, c'est que si par malheur, monsieur Jacobelli et ses amis arrivaient au pouvoir, là, il est certain que le pays serait extrêmement divisé. On va parler du programme dans quelques instants, mais d'abord les histoires de casting, parce que les législatives, c'est aussi des candidats. Face aux critiques, Adrien Quatennens s'est désisté, il ne sera pas candidat aux législatives. Est-ce que c'était votre erreur de l'avoir investi ? Non, mais d'abord, il faut dire que c'est son honneur d'avoir pris cette décision, que c'est une décision en responsabilité, qu'il a dit lui-même qu'il ne voulait pas handicaper la campagne du nouveau Front populaire. Et donc moi, je salue sa décision. Mais est-ce que vous avez fait une erreur en acceptant de l'investir ? Non, mais moi, j'ai toujours considéré, vous savez, que quand on avait commis une faute, et il a commis une faute, il l'a reconnu lui-même, qu'on a eu une sanction politique, qu'on a eu une sanction judiciaire, on doit avoir aussi dans notre société un droit à la réparation. Moi, je l'ai toujours pensé. Maintenant, il est évident que dans ce contexte, et je crois que c'est ce qui a présidé à la décision d'Adrien Quatennens, tout doit être fait en quelque sorte pour favoriser la victoire du nouveau Front populaire. Olivier Faure tout à l'heure sur France Info nous disait qu'il ne soutiendrait pas Ali Diouara que vous avez investi en Seine-Saint-Denis, candidat qui fait référence régulièrement, explicitement à la couleur de peau de ses adversaires politiques. On a notamment un post sur X en août 2022. Il y avait Olivier Faure, Clémentine Autain, Boris Vallaud. Et il dit « Salut les Blancs, on ne vous dérange pas dans votre remake de la conférence de Berlin. » Voilà, ceux qui ont des références historiques comprendront. Critiquer une personne ou un groupe pour sa couleur de peau, ça s'appelle comment ? Monsieur, je pense que je sais que dès que commence une campagne électorale, ça s'est déjà passé dans la campagne précédente, celle des élections européennes, on va aller chercher à faire dire à certains candidats ou certaines candidates des choses qu'ils n'ont jamais dit. Ah ben là, il l'a dit, mais il l'a écrit même. Précisément, je ne sais pas à quel tweet vous faites référence, mais de ce que je comprends de ce que vous 2022. De ce que je comprends de ce que vous me lisez, je crois qu'il contestait justement le fait que la représentation politique de ce pays aujourd'hui n'est sans doute pas suffisamment à l'image de la société. Et si vous ne le comprenez pas, je pense que c'est un problème pour le pays parce qu'en vérité, effectivement, aujourd'hui, on a une représentation, par exemple parlementaire, qui, d'un point de vue social, d'un point de vue de ses origines, d'un point de vue de ce qu'elle représente, n'est pas forcément à l'image du pays. Mais faire référence comme ça à la couleur de la peau de tel ou tel responsable politique. Je pense que c'était un tweet légèrement provocateur, mais vous ne pouvez pas reprocher à une personne qui n'avait aucune fonction sociale, légèrement n'était pas provocateur. candidat.
Oui, je crois que c'était provocateur, bien évidemment. Mais il n'y a, si ce que vous voulez me faire dire, c'est qu'il y a du racisme dans ce tweet, non, je ne le crois pas du tout. Et je connais Ali Diouara et je sais que quand il s'attaque ou quand il critique des personnes, il le fait en fonction de ce qu'il pense et jamais en fonction de ce qu'ils sont. Et donc quand Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, dit ce matin sur France Info qu'il n'est pas d'accord avec telle ou telle investiture décidée par vous, la France Insoumise, vous lui dites quoi ? Mais je dis que, vous savez, dans une coalition électorale, chaque composante politique choisit librement ses candidats. Et il peut y avoir, par exemple, des candidats qui sont choisis par le Parti socialiste et qui n'ont pas, comme ça, ma préférence. Néanmoins, je ne vais pas commencer à les contester, puisque c'est le principe de cette coalition électorale. Et donc, j'attends de mes partenaires qu'ils fassent la même chose que moi. Et vous l'acceptez, la candidature de François Hollande ? Précisément, voilà, je vous réponds. À titre personnel, si vous me demandez mon avis, je la trouve assez incohérente, parce qu'en vérité, je pense qu'elle est assez contraire avec le programme que nous portons, puisque nous ne sommes pas seulement mis d'accord sur des candidatures, mais bien sur un programme. On va en parler, je le crois. Donc je la trouve assez curieuse. Néanmoins, c'est le choix du Parti socialiste. Et comme je vous l'ai dit, de la même manière que je souhaite que des partenaires politiques ne remettent pas en cause le choix de nos candidatures, je ne le ferai pas pour mes partenaires. Pouvoir d'achat, immigration, c'est ce qui a conduit en priorité plus de 30% des Français à voter pour Jordan Bardella aux européennes quand on regarde les motivations des votes. Des Français partout en France, dans les villes comme dans les campagnes, majoritairement des ouvriers, des employés aussi. Ils ont zappé la gauche, c'est-à-dire que vous leur parlez plus ? Non, vous pouvez pas dire qu'ils ont zappé la gauche, parce qu'en vérité, si vous faites le résultat si vous faites le résultat des élections européennes et que vous faites la somme des différentes listes de gauche, elle était dans des proportions peut-être légèrement derrière, mais assez proches du score qu'a réalisé le Rassemblement national. Ce qui a été un problème aux élections européennes, et je le regrette, puisque moi-même j'avais proposé à plusieurs reprises que ce qui constitue aujourd'hui le nouveau Front populaire présente une liste unique, une même liste aux élections européennes. Et alors nous aurions été en mesure d'être en compétition électorale avec le Rassemblement national. Donc on peut pas dire qu'ils ont zappé la gauche. Je pense que ce serait abusif ou excessif de dire ça. Mais ces électeurs demandent plus d'ordre. Je revendique qu'effectivement, pour gagner ces élections législatives, et c'est notre objectif, il y a des électrices et des électeurs à convaincre. Et donc sur la question du pouvoir d'achat, par exemple, je leur dis que si au mois de juillet, un gouvernement du nouveau Front populaire gouverne ce pays, il y aura immédiatement des mesures très concrètes pour le pouvoir d'achat des Français, pour bloquer les prix, pour revenir sur la hausse de 10% du prix de l'électricité, pour instaurer le SMIC à 1 600 € net, pour instaurer l'indexation des salaires sur l'inflation, des mesures concrètes qui vont changer la vie des gens. Oui, mais justement, un SMIC à 1 600 €, c'est ce que vous voulez mettre en place, c'est le retour assuré au chômage de masse, c'est ce que dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Est-ce que derrière, il n'a pas raison ? Est-ce que ça ne va pas mettre en péril les TPE, les PME qui n'ont pas les moyens d'augmenter les salaires de cette manière ? Mais écoutez, madame, le problème de Bruno Le Maire, c'est que depuis des années, il donne des leçons d'économie à tout le monde et que le pays n'a jamais été dans une situation aussi difficile d'un point de vue budgétaire. Non, mais là, la question, elle est celle des patrons de PME. Est-ce que les patrons de PME aujourd'hui ont les moyens d'augmenter à 200 € net le SMIC ? Sur la question de fond, mais vous m'interrogez sur Bruno Le Maire et je me permets de dire qu'il n'est pas bien placé pour donner des leçons. Pour le reste, il faut distinguer dans les différentes entreprises celles qui peuvent le faire sans aucune difficulté. Je parle des grandes entreprises, des grandes multinationales qui, ont engrangé des profits records, ont versé des dividendes records ces dernières années. Mais là, si vous l'imposez, c'est pour tout le monde. Oui, bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle nous avons toujours proposé, si vous consultez notre programme avec soin, qu'il existe une caisse de péréquation entre les entreprises pour faire en sorte que la charge due à l'augmentation du SMIC soit assumée par les grands groupes, par les grandes multinationales et pas par les petites et les moyennes entreprises. Financerait en quelque sorte les hausses de salaire des PME, il y aurait des transferts de cotisations entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Et deuxièmement, il faut lire notre programme dans sa globalité. Par exemple, quand vous dites que vous allez bloquer les prix de l'électricité, qui a subi de manière très forte l'augmentation vertigineuse des prix de l'électricité ces dernières années, si ce n'est les petites et les moyennes entreprises? Donc il faut regarder, il ne faut pas isoler, prendre une mesure comme ça. Je dis que notre programme dans sa globalité est le meilleur programme qui puisse arriver pour les petites et les moyennes entreprises. Sur les moyens que vous accordez. Oui, il y a les moyens et puis il y a la question que posait Salia sur le risque du chômage. C'est-à-dire que est-ce que c'est pas destructeur d'emplois ?
Ah ben pourquoi ça serait destructeur d'emploi? Expliquez-moi. Parce que le coût du travail, ça a une influence sur le niveau de l'emploi aussi. Mais je ne le crois pas du tout. Ça, je veux dire, c'est la logique économique à l'œuvre dans ce pays depuis des années et des années qui consiste à dire que si on baisse le coût du travail, en quelque sorte, on va réduire le chômage. Je ne crois pas du tout que ça fonctionne. Si vous voulez aujourd'hui réduire le chômage, et oui, ça doit être un objectif, il faut des investissements publics. Or, qu'est-ce qu'a annoncé le gouvernement de M. Attal avant la dissolution? Il a annoncé des coupes historiques, des baisses de 10, 20 milliards d'euros dans les dépenses publiques. Et quand vous baissez, par exemple, comme premier budget que vous allez couper, le budget de la rénovation thermique des logements, là, vous allez créer un problème en matière d'emploi. Mais il faut faire dans tout des le secteur économies, du vous êtes d'accord bâtiment, avec par ça? exemple. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut faire des économies, vu l'état financier de la France. Il faut davantage de dépenses publiques dans un certain nombre de domaines aujourd'hui. Il faut davantage de dépenses publiques globalement ou pas? Oui, bien sûr. Puisque vous avez des services publics aujourd'hui qui sont dans une situation extrêmement difficile. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter globalement les impôts aussi? Non, ça veut dire qu'il faut augmenter les recettes. Maintenant, augmenter les recettes, ça ne veut pas dire augmenter... Donc le niveau global de prélèvement obligatoire. Oui, mais ça, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que quand vous dites que vous voulez augmenter les recettes, on vous dit que vous voulez augmenter les impôts pour que les gens qui nous écoutent croient qu'on va les prendre dans leur poche. Justement, c'est ça qu'il faut qu'on... Mais on va préciser les choses, donc, si vous voulez bien. Ouais, quand nous proposons d'augmenter les recettes, nous proposons, par exemple, d'introduire une taxe sur les super profits. Ça rapporte 15 milliards d'euros au budget de l'État. Les gens qui nous écoutent là, ils vont pas payer la taxe sur les super profits. Vous êtes d'accord? 15 milliards d'euros, c'est par exemple, pour donner des ordres de grandeur, ce qu'il faudrait pour équilibrer le régime de retraite, sans revenir sur la réforme actuelle, selon le Conseil d'orientation des retraites, chiffre qui date d'il y a quelques jours. Attendez, c'est deux choses différentes. Non, bien sûr, mais c'est pour donner des ordres de grandeur. Oui, mais les retraites, elles sont financées par des cotisations. Bien sûr, mais c'est pour les ordres de grandeur. J'entends bien. On manie des milliards et c'est important. Je ne vous le conteste pas. Mais si vous voulez que je vous donne un chiffre, 8 milliards d'euros, par exemple, c'est ce qu'il faut dépenser pour instaurer, dès la rentrée prochaine, la gratuité totale de l'école publique. Bon, et ben ça, par exemple, on peut le financer. Donc je vous donne des exemples de recettes. 15 milliards d'euros, une taxe sur les super profits. Autour de 10 milliards d'euros si vous rétablissez un impôt de solidarité sur la fortune renforcé. C'est 2 milliards d'euros si vous supprimez la flat tax qui a été introduite par le gouvernement. Pour les plus fortunés qui nous écoutent, l'ISF, ça va toucher qui? Ça va toucher ceux qui sont éligibles à l'ISF. À partir de combien? Ça, franchement, laissez-nous présenter, si vous voulez bien, le chiffrage précis de nos propositions. Ce sera dans quelques jours. Ce que je peux vous dire en matière fiscale, c'est qu'il y a dans notre programme un projet de réforme fiscale, c'est-à-dire d'introduire davantage de tranches de l'impôt sur le revenu, 14 tranches, et que les gens qui nous écoutent, parce que moi, j'ai pas l'habitude de raconter des histoires, il faut dire la vérité sur le cœur de notre proposition, c'est l'idée que 92% des Français vont payer moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui et 8% des Français vont payer davantage. Ça veut dire que selon vous, donc, ce serait plus juste, mais est-ce que ça rapportera plus? Oui, ça rapporterait, cette réforme fiscale-là, elle permettrait de rapporter entre 5 et 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires au budget de l'État. Honnêtement, on aura le temps de chiffrer l'ensemble de nos positions, mais je veux juste vous donner des exemples de recettes supplémentaires possibles. On n'est pas condamné à couper dans les dépenses publiques quand on a des besoins aussi importants, notamment en matière de développement de nos services publics. On va avoir l'occasion de revenir sur le programme, tous les décrypter parce que c'est important pour les Français. L'historien Serge Klarsfeld annonce qu'il vote RN parce qu'il dit, le RN soutient les Juifs, soutient l'État d'Israël. Il est normal vu l'activité, mon activité de ces 60 dernières années, contre un parti antisémite, à savoir le vôtre, et un parti pro-juif. Je vote pour un parti pro-juif. Comment vous réagissez? Je réagis mal parce que je pense que je trouve dramatique qu'un certain nombre d'esprits dans ce pays a été contaminé par la campagne de dénigrement et de diffamation contre la France insoumise. C'est seulement de la diffamation parce que... Je veux vous dire une chose très simple, monsieur. L'antisémitisme en France, c'est un délit, vous le savez. Aucun dirigeant, militant de la France insoumise n'a jamais ni fait l'objet d'une plainte, ni été condamné pour antisémitisme. Donc à un moment, il faut que ça s'arrête, si vous voulez. Parce que s'il y a des gens qui pensent sincèrement que l'un ou l'une d'entre nous est antisémite, alors il faut nous poursuivre devant les tribunaux et tenter de nous condamner. Sauf que les gens il y a la justice, mais il y a ce que des personnes... Sauf que les gens jettent des anathèmes sur les plateaux de télévision, mais ne vont jamais au bout. C'est bien la preuve qu'ils ne croient pas eux-mêmes à ce qu'ils disent. Et il y a le climat qui insurge. Mais au-delà de Serge Klarsfeld, est-ce que pour qu'un parti comme le vôtre soit aujourd'hui, pour qu'il soit considéré aujourd'hui
aujourd'hui par un Français juif, c'est difficile de voter pour vous aujourd'hui. C'est pas un échec pour vous? Je dis aux Français, quelle que soit leur confession religieuse, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur pensée spirituelle ou philosophique, je leur dis, en votant pour le nouveau Front populaire, dont participe la France insoumise, vous votez pour une formation politique qui luttera contre toutes les formes de racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, et vous pouvez compter sur notre détermination et notre engagement sur ce sujet. Une dernière question politique, Manuel Bompard, au second tour, entre un candidat macroniste et un candidat RN, vous faites quoi? Vous verrez, mais il est évident, nous avons toujours dit la même chose dans chacune de nos élections, que jamais nous ne laisserions l'extrême droite s'emparer du pouvoir. Maintenant, j'attends des candidats macronistes qui disent précisément les choses, parce que je sens que la réponse est un peu plus